Mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines, je me suis bien amusé ces 2 journées de Champions League. C'est maintenant que ça commence à devenir excitant, alors qu'on est encore tellement loin des moments où ce sera vraiment difficile, c'est-à-dire au printemps, parce que c'est là où, évidemment, les gros matchs vont arriver. Mais déjà, maintenant, on est en train d'assister à des choses incroyables. Alors d'abord, les grosses cylindrées City, Real, l'Inter, le Real Sociedad, qui est passé tranquillement. Tous ces clubs sont déjà tranquilles, ils sont qualifiés à 2 journées déjà de la fin de cette première poule. Et qui n'est pas tranquille ? Qui n'est pas tranquille ? Il y avait un groupe de la mort. Il y avait un groupe de la mort et on le savait déjà dès le départ. Le groupe de la mort, c'était le groupe avec le PSG, avec Milan, Newcastle et Dortmund. Comme on l'appelle le groupe de la mort, on se doute bien qu'il y en a 2 qui vont passer à la trappe, parce que être 3e et aller en Europa League, c'est peut-être bien d'arriver en Europa League, mais franchement, quitter la Champions League quand on s'appelle le PSG, Milan, Dortmund ou Newcastle, peut-être c'est un autre débat, parce que c'est un club qui arrive pour la première fois aussi haut, avec l'argent qu'ils ont récemment investi, donc c'est peut-être différent. Newcastle peut peut-être se permettre de passer à la trappe. Mais pas le PSG. Alors, j'avais dit le PSG et Milan, je pense qu'ils vont passer. Je crois toujours qu'ils ont tous les 2 une grande chance de passer. Mais j'ai l'impression que le PSG risque gros. Alors, le match Milan-PSG, je vais le disséquer en très très peu d'actions. Parce que fondamentalement, quand on regarde un match, il y a des moments cruciaux, des moments où il y a des choses qui se passent et qui symboliquement vont expliquer peut-être le déroulement du film entier. Au tout début, il y a d'abord Skriniar qui marque de la tête, complètement oublié par Loftus-Cheek. Pas facile à dire, mais c'est un joueur fantastique. Il l'oublie carrément, et Skriniar se retrouve à 2 mètres, il la met de la tête. Je pense qu'un enfant l'aurait fait à ce moment-là, et Skriniar, qui a joué 6 ans à l'Inter de Milan, était bien content d'embêter ses meilleurs ennemis milanistes au stade de San Siro. 0-1. Et le coupable, selon moi, c'est Loftus-Cheek qui l'oublie complètement. Bon, à 0-1, on se dit, tranquille, le PSG va assurer, puisque déjà, on met un coup sur la tête au Milan après 5 minutes. Le Milan qui vient de 4 matchs où ils ont perdu 3 fois et fait un match nul à Naples, c'est petit, hein. Tandis que le PSG, lui, vient de 5 victoires d'affilée avec beaucoup de buts marqués. Il se passe quoi après ? Il se passe que Mbappé, il a 2 occasions gigantesques. Mais Maignan lui en arrête une, avec une sortie quand même que seulement Maignan peut faire, et la deuxième, il est maladroit. Mbappé, il essaye de faire un piqué, il essaye de faire un pointu, résultat, il rate. 2 occasions importantes qu'il rate, et après, on verra que Mbappé s'éteint complètement. Parce qu'aussi au début, encore une fois c'est symbolique, mais c'est important, au début il prend de vitesse Calabria sur le flanc gauche, Calabria se dit, tout seul je vais peut-être pas le prendre. Et ensuite, il y a toujours 2 joueurs, parfois 3, qui le mettent carrément en cage. Et Mbappé ne passera plus du tout. C'est fini. Mbappé, on en parlera dans quelques minutes, quelques instants. Mais Mbappé, il a complètement foiré son match. Hein. Là, il y a pas photo. Celui qui a permis à Skriniar de marquer Loftus-Cheek, il a complètement défoncé le milieu de terrain de Paris. Il les a complètement défoncés. Le gaillard, il fait 1m90 passé et 88 kilos. Donc, c'est pas un petit modèle. Et les petits modèles du milieu de terrain parisien, Zahir Emery qui n'a même pas 18 ans, Ugarte qui n'est pas, qui est teigneux, hein, qui est pas un gentil, mais là il a rien pu faire. Le milieu de terrain du PSG s'est fait complètement défoncer. C'est vraiment une digue qui a cédé sous les coups de boutoir de Reinders, de Loftus-Cheek et de Moussa qui a bien secondé ces 2 bulldozers. Il y en a un qui a fait la différence aussi devant. Alors, on pensait que c'est Mbappé qui allait faire la différence. Quand on s'appelle Mbappé et qu'on est prétendant au Ballon d'Or, qu'on arrive 3e à ce Ballon d'Or-ci, et qu'on ne fait pas la différence, on se dit, alors de l'autre côté, qui c'est qui va faire la différence ? Eh bien, il y a Raphaël Leao. Raphaël Leao, lui, soit il passe à côté de son match, comme il l'a malheureusement fait ces derniers temps, soit il explose les défenses. Et quand il part pour faire le 1-1, on est à peine à la 12e minute, hein, il part du milieu du terrain.
il met en vrille 3 Parisiens, dont Marquinhos, qui aurait pu faire la faute utile à ce moment-là. Il aurait peut-être pris un jaune au milieu du terrain, mais il n'aurait pas permis à Leao de partir à 200 à l'heure. Il n'aurait pas permis à Leao de passer la balle à Giroud sur la gauche, qui a tiré un bon petit boulet de canon sur le keeper. Donnarumma a fait un arrêt phénoménal. Et puis il y a ce retourné acrobatique de Leao qui est beau. Mais là aussi, Marquinhos, il est devant Donnarumma, qui quelque part est gêné par la présence de son capitaine et qui n'arrête pas le ballon parce que quelque part, oui, il a devant lui le défenseur parisien qui, selon moi, était excellent à la Rome du temps où je le voyais jouer il y a très longtemps et qui, à Paris, s'est un petit peu éteint. En deuxième mi-temps, alors que c'est 1-1, on se dit Paris va quand même réussir à faire la différence parce que Dembélé sur son flanc droit, il a foutu la pagaille, c'est vrai, il a foutu la pagaille. Il est capable de se dribbler lui-même, Dembélé. Hein. Il est très très fort pour dribbler, mais parfois il se perd. On a l'impression qu'il va se dribbler lui-même, il ne sait plus où il est. Malgré tout, c'est vrai, il n'a pas eu de chance, hein, le pauvre. Il a fait un très beau tir qui est arrivé sur la transversale. Mais fondamentalement, ce que je retiens, c'est que c'est un peu brouillon. Quant à Kolo Muani, qu'on a payé 80 millions comme Ramos, l'avancement entre le numéro 9 du PSG, il se perd aussi parce que dans des matchs un petit peu tactiques, un petit peu où il faut jouer aussi dos au goal, hein, donc capable de remettre le ballon un petit peu comme fait Giroud, capable de le garder, capable de prendre les secondes nécessaires pour ouvrir une brèche. Kolo Muani n'est pas habitué à ça. Alors c'est vrai qu'il a marqué des tonnes de buts en Allemagne, mais généralement les attaquants français marquent, même les attaquants italiens comme Ciro Immobile ont été marqués des buts en Allemagne, parce que les défenses sont plus peut-être laxistes, un petit peu plus perméables, mais quand on arrive au niveau de la Champions League, ou qu'on arrive dans des championnats compliqués tactiquement, Kolo Muani se révèle être un petit peu limité. Je ne dis pas qu'il n'arrivera pas dans un temps proche à s'améliorer, il est encore très jeune, mais manifestement à ce moment-ci bien précis, mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, Kolo Muani, il ne fait pas encore le poids. Je pense qu'un attaquant, s'il fallait mettre 90 millions, 90 millions pour attraper Kolo Muani, il aurait peut-être fallu rajouter 50 millions et attraper Osimhen, l'attaquant de Naples. Parce que lui, quand il met 30 buts en Italie, ça veut dire qu'il peut en planter au moins 30 en France. Et il peut marquer aussi en Champions League. Mais bon, ça, ce qu'on a acheté, ce qu'on n'a pas acheté, c'est un petit peu trop tard. Donc ce match entre Milan et le PSG a démontré une chose, c'est que quand Milan met de l'intensité, et ils en ont mis, quand Milan attaque et met de la pression physique, et ils en ont mis, le PSG explose un petit peu, comme s'il y avait un Paris qui joue à Paris et qui est capable d'emballer un match et de le contrôler, et peut-être aussi de faire peur à son adversaire. Autant on a l'impression que Paris à l'extérieur est un objet très fragile. Ils ont explosé à Newcastle, ils ont explosé à Milan, et l'avenir du PSG est très incertain, parce que le prochain match contre Newcastle, c'est un match vraiment à couteau tiré. Newcastle a très peu de chances de passer, et d'ailleurs ils avaient donné l'illusion d'être peut-être à la hauteur de ce groupe de la mort. Là manifestement ils ont pris 2 tartes avec le Dortmund, et ils sont mal barres. Mais ils peuvent très bien aller jouer leur carte à Paris. Et à ce moment-là, si le PSG n'arrive pas à faire la différence avec Newcastle, ils vont se retrouver dans l'enfer de Dortmund pour la dernière journée. Et tous ceux qui connaissent le stade de Dortmund savent que c'est un stade terrible. Le mur de Dortmund, c'est un mur vraiment absolument abominable pour les équipes qui viennent y jouer. Et là aussi, si PSG a explosé à Newcastle et à San Siro, ils peuvent très bien exploser à Dortmund. Et sortir de la Champions League pour la première fois de l'époque qatari. Alors je vous dis simplement une chose, si le PSG sort de la Champions League pour la première fois dans les poules, j'ai comme l'impression que le mercato d'hiver va être très très chaud. Parce que Mbappé, qui a complètement foiré son match contre Milan, c'est vrai qu'il a eu 2 occasions, mais il les a ratées. Il les a ratés, et bien ratés. Eh bien, Mbappé, il va se dire, moi je vais vraiment m'embêter là, tout le reste de la saison, jouer le championnat français, la Champions League, au revoir, merci. Le Ballon d'Or,
Au revoir, merci aussi, parce que quand on n'est pas capable d'engranger des gros trophées, des grands trophées, c'est clair qu'on n'a pas peut-être la chance l'année prochaine d'aller de nouveau prétendre à gagner le Ballon d'Or. Donc, Mbappé, si le PSG sort, et on l'avait dit dans d'autres vidéos, bien avant, dans la vidéo Mbappé, le king, le patron des nouveaux guerriers du PSG, eh bien, si le PSG sort, ce qu'on n'avait pas dit clairement, à mon avis, si ils sortent, ça va être la cata. Et la cata est aussi peut-être le grand bouleversement et la grande révolution qui serait le départ de Mbappé bien avant la fin de la saison. Ce serait incroyable, mais c'est possible, c'est possible, et c'est peut-être ce qui risque d'arriver. Mes sœurs, frères, cousins, cousines, ceux qui supportent le PSG souffrent énormément, parce qu'il y a vraiment deux PSG. Le PSG qui joue à Paris et qui est quand même brillant, le PSG de l'extérieur qui n'est pas brillant du tout. Et puis il y a aussi Luis Enrique qui ne veut pas s'adapter aux autres équipes. Et je terminerai en disant ceci. Si Milan a été très humble, très, ils ont vraiment fait preuve d'humilité, parce qu'ils se sont adaptés à Mbappé. Ils ont mis 2-3 joueurs dessus. Ils savent très bien qu'il fallait s'adapter à des champions. De l'autre côté, Luis Enrique ne s'est pas adapté à du tout. Il a dit, il l'a prétendu et il a été jusqu'au bout de sa logique. Nous faisons notre jeu, ce n'est pas à nous à nous adapter, c'est à l'adversaire à le faire. Moi, je pense que quand on a un Leao qui est un joueur fantastique, on prend peut-être quelques petites mesures rien que pour lui. Rien que pour lui, hein. Je ne dis pas qu'il faut commencer à dénaturer son jeu. Mais quand on sait qu'on a Leao qui, dans un bon jour, peut exploser n'importe quelle défense sur Terre, on ne laisse pas peut-être Hakimi tout seul. On ne le laisse pas tout seul. Voilà. Et je pense qu'on a vraiment fait preuve là d'arrogance et peut-être de naïveté un petit peu. Voilà, on ne s'adapte pas au jeu de l'adversaire. Eh bien, l'adversaire, lui, s'adapte au vôtre. On tire les conséquences et vous punit. Et c'est ce qui s'est passé. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Je vous remercie de vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous nous regardez sur Facebook, c'est très bien. Mais vous pouvez très bien vous abonner sur YouTube. Ça nous fait très plaisir. Et d'ailleurs, vous avez remarqué aussi que les vidéos que nous produisons maintenant avec Abdelkissi sur la boxe fonctionnent très bien. Et ça me fait très plaisir aussi. À très vite. Ciao.